Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On continue les vidéos sur le système nerveux. Aujourd'hui, on s'intéresse au cerveau et à son fonctionnement. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans un premier temps, faisons le lien entre organisation et fonction. L'exploration du cortex cérébral d'un sujet est aujourd'hui réalisable grâce aux techniques de l'imagerie médicale. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est une technique permettant d'obtenir des images anatomiques du cerveau correspondant à des coupes virtuelles ou en 3 dimensions. Il est possible de visualiser chez une personne les structures cérébrales avec une grande précision, mais aussi de déterminer les variations d'activité de certaines zones lorsque le sujet effectue une tâche déterminée. On parle alors d'IRM fonctionnel ou IRMF. L'IRM fonctionnel permet donc de déterminer le rôle de chaque territoire du cerveau. Cependant, avant que l'IRM n'existe, les rôles de ces territoires étaient déterminés par l'étude des perturbations cérébrales, comme les tumeurs ou les accidents vasculaires cérébraux. Un AVC est un trouble de la circulation sanguine irriguant un territoire du cerveau. Ce terme d'accident est utilisé pour souligner le caractère soudain de l'apparition des symptômes. Il peut en effet arriver qu'un caillot obstrue subitement une artère cérébrale, ou bien que la paroi d'un vaisseau sanguin se rompe, provoquant alors une hémorragie cérébrale. La partie normalement irriguée par le cerveau cesse alors de fonctionner. On comprend aisément que si une partie du nerf motrice est alors atteinte, la conséquence en soit une paralysie. Il apparaît ainsi que des territoires du cortex cérébral, c'est-à-dire la partie superficielle du cerveau, présentent des zones sensitives et des zones motrices. Ces dernières, associées à l'exécution d'un mouvement volontaire, sont les aires motrices primaires, appelées aussi cortex moteur, et les aires prémotrices, dans lesquelles on distingue le cortex prémoteur, et l'aire motrice supplémentaire ou AMS. Les aires motrices primaires, situées dans chaque hémisphère cérébral, que l'on appelle aussi le cortex moteur ou bien encore la zone M1, commandent directement les mouvements. L'aire AMS coordonne et planifie le geste. L'aire prémotrice ou cortex prémoteur, que l'on appelle aussi l'aire APM, organise le mouvement. Mais tout ceci n'est possible que si le cortex pariétal antérieur transforme l'information visuelle en information spatiale et en intention de mouvement. Des explorations précises ont permis de dresser une cartographie de l'aire motrice primaire. Chaque partie du corps est associée à un territoire défini du cortex cérébral qui assure sa commande motrice. On représente l'importance des différents territoires du cortex moteur par ce qu'on appelle un homonculus moteur. En médecine, l'homonculus désigne la représentation sous la forme d'une silhouette humaine de l'importance qu'occupe chaque fonction de l'organisme dans le cerveau. Il se base sur la place accordée au contrôle et à la gestion de chaque muscle par le cortex cérébral. Sachant que la plus grande partie du cortex cérébral s'occupe des muscles du visage et des mains, la silhouette obtenue est difforme. L'homonculus moteur est ainsi représenté avec de très grandes mains et une grosse tête et un tronc fluet. Jambes, bras et pieds sont également de petite taille. L'homonculus somatosensoriel, qui représente la projection de la sensibilité générale du corps au niveau de l'aire somesthésique primaire, lui ressemble très fortement. Ainsi, les principales fonctions de chaque lobe cérébral sont les suivantes. Les lobes frontaux vont principalement s'occuper de la parole, du langage, du raisonnement, de la mémoire. Les lobes pariétaux vont s'occuper de la lecture, du repérage dans l'espace et de la sensibilité. Les lobes occipitaux sont principalement occupés par la vision et les lobes temporaux s'occupent du langage, de la mémoire et des émotions. Cependant, la répartition des fonctions à l'intérieur des lobes n'est pas totalement figée. Certaines fonctions sont gérées dans des zones différentes selon les personnes. Ainsi, la zone du langage est généralement située dans le lobe temporal gauche chez les droitiers, alors qu'elle peut être située des deux côtés chez les gauchers. Intéressons-nous maintenant à la communication de l'encéphale avec le reste de l'organisme. Les messages nerveux qui partent du cerveau cheminent par des faisceaux de neurones et descendent dans la moelle épinière. À différents niveaux, ces neurones sont en connexion synaptique avec les motoneurones. Ces voies motrices sont croisées, de telle sorte que la commande des mouvements volontaires est contralatérale. C'est l'aire motrice de l'hémisphère cérébral gauche qui commande la partie droite du corps et inversement. Ces voies motrices constituent ce qu'on appelle la voie pyramidale. Une compression des racines des nerfs rachidiens, par exemple due à une hernie discale, peut se traduire par des troubles moteurs. Le disque intervertébral, ici en bleu, est une structure présente entre chaque vertèbre. Il confère à la colonne vertébrale de la souplesse et a un rôle d'amortisseur. Le disque est constitué d'un noyau central et d'un anneau que l'on appelle l'anneau fibreux, en bleu foncé sur ce schéma. Il arrive que les fibres de cet anneau fibreux se détériorent et que le noyau se répande alors dans les fissures. C'est ce qu'on appelle une hernie discale. Les hernies discales touchent le niveau lombaire le plus souvent, le niveau cervical parfois,
et le niveau thoracique très rarement. Elle provoque donc une compression de la moelle épinière et une inflammation de celle-ci. Cela peut avoir pour conséquence une interruption des voies nerveuses en provenance du cerveau et des voies sensitives ascendantes. Cette interruption peut avoir pour conséquence une paralysie, c'est-à-dire un trouble de la motricité, mais également une paresthésie, c'est-à-dire un trouble de la sensibilité. Cela aura pour conséquence des handicaps, incapacité de se mouvoir, incontinence urinaire ou fécale. Ces conséquences dépendent donc du niveau de la compression et de l'importance de cette dernière. Ces lésions peuvent être réversibles ou irréversibles. Des lésions accidentelles de la moelle épinière, cette fois dues à des chocs violents, peuvent entraîner des paralysies. Le territoire concerné dépend notamment du niveau de la moelle épinière concernée par la lésion. On parle de paraplégie quand il y a paralysie des membres inférieurs et de la partie basse du tronc. Cela implique donc que la lésion de la moelle épinière a eu lieu au niveau des vertèbres thoraciques ou lombaires. On parle de tétraplégie quand les 4 membres sont paralysés et que dans ce cas, la lésion a eu lieu au niveau des vertèbres cervicales. Si notre cerveau est si complexe, c'est parce qu'il intègre des informations multiples. Toutes les synapses ont un principe de fonctionnement identique, mais selon le neurotransmetteur qu'elles libèrent, les synapses peuvent avoir des effets opposés sur le neurone postsynaptique. On distingue le PPSE ou potentiel postsynaptique excitateur. Il diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique du neurone postsynaptique. Autrement dit, le PPSE dépolarise localement la membrane. Et si la dépolarisation atteint le seuil, un potentiel d'action naîtra. On parle de synapse excitatrice. On distingue également le PPSI ou potentiel postsynaptique inhibiteur. Il hyperpolarise la membrane, empêchant alors la naissance de tout potentiel d'action. On parle de synapse inhibitrice. On peut citer en exemple les synapses du neurone hanté impliqué dans le réflexe achilléen. Le neurone sensitif est connecté au neurone moteur situé dans la substance grise de la moelle épinière par l'intermédiaire d'une seule synapse. On parle de réflexe monosynaptique. Cependant, si le muscle solaire étiré doit se contracter pour reprendre sa position de départ, cela sous-entend que le muscle antagoniste, le jambier, ne doit pas se contracter. En effet, s'il se contracte, il augmente l'étirement du muscle solaire et la jambe est déséquilibrée. Le muscle antagoniste doit donc absolument être inhibé lors du réflexe myotatique. Or, les messages nerveux destinés au muscle antagoniste sont les mêmes que ceux destinés aux motoneurones. En effet, la terminaison axonique du neurone sensitif se divise en plusieurs boutons synaptiques. Certains sont connectés aux motoneurones du muscle étiré et d'autres sont connectés à un interneurone représenté ici en vert. Ce dernier est lui-même connecté au motoneurone du muscle antagoniste, représenté ici en rose. Si la terminaison synaptique du neurone sensitif est excitatrice sur le motoneurone du muscle solaire, elle l'est forcément également sur l'interneurone. Cependant, la mise en activité de cet interneurone a un effet opposé, car la synapse entre l'interneurone et le motoneurone du muscle antagoniste est une synapse inhibitrice. Dans ce cas, la formation des complexes neurotransmetteurs récepteurs postsynaptiques provoque l'hyperpolarisation du motoneurone postsynaptique dont l'activité diminue. Il en résulte un relâchement du muscle antagoniste. Par une étude expérimentale du réflexe myotatique, il est facile de montrer que l'amplitude de la réponse musculaire lors d'un réflexe varie en fonction des conditions dans lesquelles le sujet est placé. Si le sujet contracte volontairement le muscle fléchisseur de la jambe, c'est-à-dire le jambier, au moment où un réflexe myotatique est déclenché sur l'extenseur, le solaire, la réponse de ce dernier est amoindrie. En effet, dans ce cas, le muscle antagoniste, le jambier, n'est pas inhibé, mais stimulé. Il se contracte car les terminaisons synaptiques issues de la voie pyramidale sont en action excitatrice sur son motoneurone. Il se trouve que les terminaisons synaptiques de la voie pyramidale, ici en orange, sont également connectées à un interneurone inhibiteur. Inhibiteur de qui? Du motoneurone du muscle solaire. En stimulant cet interneurone, elle provoque une inhibition du motoneurone alpha du muscle solaire. Il en résulte ainsi un relâchement de ce muscle. Le relâchement forcé du solaire par la voie pyramidale limite l'étirement subi par les fibres musculaires lors du choc, inhibant ainsi le réflexe. Ceci montre bien que si la contraction du muscle répond au stimulus, le choc porté sur le tendon, elle tient également compte des messages reçus simultanément par la voie pyramidale. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Dans un centre nerveux, un neurone reçoit donc généralement des informations provenant de plusieurs autres neurones en contact synaptique avec ses dendrites ou son corps cellulaire.
Le neurone synaptique va effectuer une sommation des PPSE et des PPSI, c'est-à-dire qu'il va les additionner. Il peut faire une sommation temporelle ou une sommation spatiale. Si plusieurs potentiels d'action très rapprochés arrivent par la même fibre présynaptique, leur effet s'accumule. Si plusieurs fibres nerveuses présynaptiques conduisent des potentiels d'action qui atteignent les synapses en même temps, leur effet va s'accumuler. Ainsi, en fonction de la sommation effectuée, le neurone post-synaptique va déclencher ou pas la naissance d'un potentiel d'action. Les deux sommations peuvent être effectuées en même temps. À tout instant, un neurone intègre l'ensemble des potentiels post-synaptiques. Si le résultat des sommations est une dépolarisation suffisante, des potentiels d'action seront émis, sinon ils restent au repos. Ainsi, grâce à ses propriétés intégratrices, le motoneurone émet un message nerveux moteur unique, tenant compte des multiples informations de diverses provenances. La fibre musculaire, en revanche, ne reçoit qu'un message d'un seul motoneurone. Contrairement au motoneurone, une fibre musculaire n'a aucune capacité d'intégration. Cette fonction intégratrice des neurones joue un rôle essentiel dans le traitement des messages qui transitent à tout instant dans un centre nerveux. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Dans ces grandes lignes, l'organisation du cerveau et notamment celui du cortex est la même pour tous les individus. C'est une caractéristique propre à chaque espèce. Cependant, la comparaison des cartes motrices de plusieurs individus révèle l'existence de variations. Nous n'avons pas tous le même cerveau. Ces différences interindividuelles ne sont pas innées, elles s'acquièrent au cours du développement par apprentissage des gestes. Même chez l'adulte, le cerveau apprend et se réorganise. Ainsi, chez une personne nouvellement non-voyante, l'aire visuelle est très vite reconverti lors de l'apprentissage du braille. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. À la suite d'un AVC, il subsiste en général dans le cerveau une zone nécrosée, c'est-à-dire irrémédiablement détruite. Cependant, on constate le plus souvent une récupération du déficit moteur. Cette faculté de récupération est bien entendu limitée par l'importance de la lésion, mais elle dépend aussi et beaucoup de la mise en œuvre rapide d'une rééducation. Cette récupération progresse sur une durée de quelques semaines à quelques mois. Cependant, elle ne correspond pas à une remise en service de la zone lésée. Les IRM fonctionnels ont démontré que cette récupération repose sur différents remaniements impliquant des territoires situés dans les deux hémisphères. La plasticité cérébrale permet une récupération parfois étonnante. Ainsi, plusieurs années après une amputation, le cerveau d'un patient peut se réapproprier le contrôle d'une main greffée. On remarque sur le document suivant que les zones motrices contrôlant les muscles de la main droite se déplacent. En effet, l'image de gauche montre les zones motrices de la main droite avant la greffe et l'image de droite montre la zone motrice contrôlant les muscles de la main droite après la greffe. On voit nettement qu'une nouvelle zone du cerveau s'occupe de cette nouvelle main. La plasticité dont fait preuve le cerveau est donc porteuse d'espoir. On a longtemps cru que les neurones ne pouvaient se renouveler et qu'une inexorable diminution de leur nombre expliquait les symptômes du vieillissement. Or, des études récentes montrent que certaines zones du cerveau disposent de cellules souches et sont donc capables de produire de nouveaux neurones, capables de s'intégrer à un réseau existant. Cependant, ce sont principalement des interneurones. Les neurones à dopamine touchés dans le cas de la maladie de Parkinson ou les neurones à acétylcholine qui disparaissent dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou encore les neurones multipolaires des zones motrices touchées par des AVC ne sont pas remplacés. Ainsi, le nombre de neurones nouvellement formés chaque jour est de 1 pour 2000 neurones existants. Il nous reste à découvrir leur potentialité. Ceci permet d'envisager à terme des possibilités de traitement des maladies dites neurodégénératives. Les neurones sont donc un capital à préserver et à entretenir.